Derrière le thème du réarmement, nous assistons à un coup d'État de la Commission européenne dont personne ne parle. Sous le prétexte de la nécessité d'un réarmement face aux dangers russes, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, met en place en direct un de ces mini-coups d'État par lesquels la Commission européenne ne cesse d'élargir ses pouvoirs au-delà de ce que prévoient les traités européens. Bonjour à tous, content de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au réarmement européen comme levier de l'Union européenne pour devenir maîtresse de la politique de défense de l'Union et aussi, parce que c'est une deuxième dimension qui est très importante, comme diversion pour détourner la colère des populations d'Europe de l'Ouest contre leur gouvernement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le rappel habituel. Pour aider notre chaîne à se développer, il y a 4 actions puissantes qui ne dépendent que de vous. Les actions, c'est cliquer sur le pouce bleu, naturellement, si vous avez apprécié la vidéo. C'est également laisser vos commentaires. C'est également de vous abonner, ce qui vous permet d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. S'abonner, ce n'est pas difficile. Vous avez un bouton en bas à droite de l'écran. Il suffit de passer le pointeur sur ce bouton et le bouton d'abonnement apparaît. Et également une chose très importante, c'est de partager la vidéo sur tous vos réseaux. Si chacun de vous fait ces actions, notre communauté s'élargira rapidement et les idées que vous appréciez toucheront toujours davantage de nos concitoyens. Ce qui est, bien sûr, le but ultime de cette chaîne. Alors, revenons à notre sujet. La manœuvre de la Commission européenne est bien emballée. D'abord, on crée le sentiment d'un grave danger qui oblige à s'adapter. Ce danger, c'est le danger russe. On mobilise tous les journalistes des médias officiels pour nous expliquer que, comme le dit notre président Macron, Poutine ne va pas s'arrêter là. Et voilà, le bon peuple addict aux médias officiels, convaincu que Poutine n'attend que la signature de la paix avec l'Ukraine pour lancer les armées russes à l'assaut des pays de l'Union européenne. Alors là, il faut sortir de l'aspect hypnotique du narratif dont on nous rebat les oreilles depuis déjà quelques semaines, et se poser les questions basiques, qui sont « à quoi cela lui servirait-il » La Russie a-t-elle ne serait-ce qu'une raison objective de se lancer dans une invasion de l'Europe? Car enfin, l'invasion de l'Europe, même en l'état de décrépitude dans lequel se trouve l'Europe ou dans lequel elle est en train de glisser, ce n'est pas une mince affaire. C'est autre chose comme dimension que l'invasion de l'Ukraine. Et la Russie en a-t-elle les moyens? Les questions préalables que chaque Européen devrait se poser sont rigoureusement évitées dans les médias officiels. Parce que ce sont les vraies questions. Cela, c'est la première étape du narratif de von der Leyen. L'étape suivante, c'est l'énoncé de la problématique, et c'est la présidente de la Commission qui la pose. Il faut, dit-elle, réarmer l'Europe. Il s'ensuit que chaque pays doit se réarmer, mais cela, c'est un autre sujet, cela, c'est une autre dimension annexe, et vous allez voir qu'elle est importante, mais elle n'est pas en lien direct avec les objectifs de la Commission européenne à propos de cette affaire de réarmement. Cette prise de parole en premier par la présidente de la Commission européenne, cela n'a pas la même signification implicite que de dire en premier par la bouche de Macron « il faut réarmer la France » ou par celle du futur chancelier allemand, M. Merz, « il faut réarmer l'Allemagne ». En parlant la première, Mme von der Leyen se pose comme celle qui décide de la politique de la défense pour les pays de l'Union européenne. Et c'est là qu'il y a le coup d'État. Parce que la politique de défense en Union européenne, pour les pays de l'Union européenne, devrais-je dire, parce que c'est comme ça que ça se pose en réalité, ne fait pas partie des compétences de la Commission, c'est-à-dire ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne. Elle reste toujours une prérogative de chaque État. Vous comprenez à partir de là que la présidente de la Commission, von der Leyen, vient de s'en emparer de cette compétence en faisant comme si c'était elle qui avait la main en matière de défense et en matière de réarmement. Et
à partir de là, on peut être qu'étonné que cette position qui déborde de manière flagrante ses prérogatives officielles n'ait pas soulevé un tollé dans les pays de l'Union européenne, parmi les chefs d'État et les chefs de gouvernement. C'est comme ça, parce qu'en réalité, comme d'habitude, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont complices de la Commission européenne. Et avec ce scénario qui se déroule sous vos yeux, on touche au secret de la marche de l'Union européenne vers sa transformation en un État avec toutes ses compétences au-dessus des États-nations qui la composent. Les choses fonctionnent ainsi parce qu'il y a complicité entre le président de la Commission européenne, actuellement qui est une présidente, et les chefs d'État et de gouvernement que l'on appelle le Conseil européen, qui nomme ce président ou cette présidente. Tout ce petit monde s'arrange entre soi, le Conseil n'est pas un contrepoids à la Commission, comme il devrait l'être, puisque la Commission émane de lui, enfin la présidence de la Commission émane de lui. Ils vont en réalité dans le même sens. Le coup d'État de la présidente von der Leyen, dont il est ici question, n'est pas contre le pouvoir détenu par les chefs d'État et de gouvernement qui en réalité ne demandent pas mieux que de les abandonner à la Commission. C'est un coup d'État en réalité, c'est un coup d'État contre les institutions qui ont mis des limites aux prérogatives de la Commission. En résumé, on voit dans cette affaire comment fonctionne la démarche. Du narratif sur le danger russe, on est passé de la décision de réarmement par la Commission, et il restait à définir les modalités de financement. Et qu'est-ce qui les a définies? Eh bien, c'est la Commission. Et là encore, vous allez voir qu'elle outrepasse les limites qui lui sont fixées. Elle a posé le chiffre de 800 milliards de dépenses militaires supplémentaires, c'est un chiffre extrêmement important, et également, surtout, les ressources pour les réunir. Là encore, ce sont des grands pas vers de nouveaux pouvoirs pour la Commission. Il est prévu 150 milliards d'emprunts européens mutualisés, autant dire de véritables obligations européennes, qui sont dans les cartons de la Commission européenne et des européistes de tout poil de tous les pays de l'Union européenne depuis déjà pas mal de temps. Il y avait eu une tentative très avancée qui avait eu lieu lors de la pandémie de cette fameuse maladie dont il vaut toujours mieux ne pas prononcer le nom, et la Commission avait concocté un grand emprunt, me semble-t-il, de 700 milliards d'euros pour relancer l'économie de la zone. Le principe d'une mutualisation de ce grand emprunt avait été plus ou moins évité, mais dans le projet actuel de cet emprunt européen, donc de l'émission d'obligations européennes, ce sont les États qui sont collectivement garants du remboursement auprès des souscripteurs. Les souscripteurs, ce sont toutes les entités qui financent ce type de choses, c'est-à-dire les banques, les fonds de pension, etc. Et pourquoi pas les particuliers. Bon, je n'ai pas d'informations à ce sujet sur le fait que les particuliers pourraient participer à ce grand emprunt, mais ne vous inquiétez pas, les particuliers auront la chance de pouvoir donner leur argent à l'Union européenne dans le cadre de ce projet. Jusqu'à présent, les Allemands n'avaient jamais accepté cette fédéralisation des dépenses publiques. Mais le futur chancelier Merz s'y dit favorable. Ce qui est une révolution. Et cette émission d'obligations européennes, même si elle ne portera pas le nom d'obligation européenne, ça revient à ça, ne suffira pas à financer les 800 milliards. Il y aura aussi une union de l'épargne et de l'investissement pour mobiliser les capitaux privés par le biais d'un véhicule d'épargne, d'un produit d'épargne, qui est le fameux produit d'épargne européen. Et du coup, ça serait la finalisation de l'union des marchés des capitaux, qui est un degré supplémentaire dans l'intégration européenne, et on voit que cette affaire de réarmement est finalement une occasion exceptionnellement efficace
pour avancer à toute vitesse vers un État européen. C'est donc une triple conquête de prérogatives supplémentaires, au détriment, bien évidemment, des États. On peut dire que c'est une violente réunion des peuples européens, lesquels n'ont pas voulu cela quand, en 1992, ils ont accepté le traité de Maastricht. Et puis, pour en finir avec cette affaire de financement des 800 milliards, il y aura quand même aussi les efforts de chaque pays pour financer son réarmement. Alors on va parler du cas de la France, parce que là, ça a des conséquences immédiates pour nous tous, donc pour vous. Pour la France, le gouvernement annonce le lancement d'un plan d'épargne défense. Vous avez dû en entendre parler, puisque je peux comprendre que les médias officiels avaient fait un certain battage là-dessus. Dans un premier temps, l'enveloppe à remplir sera de 500 millions, c'est-à-dire c'est rien, mais l'objectif est d'arriver à collecter 5 milliards, ce qui est beaucoup plus. Et l'objectif, la raison d'être de ce plan d'épargne défense sera de financer en capital les entreprises de défense, c'est-à-dire de donner, d'apporter à nos entreprises françaises qui sont dans le secteur de la défense des moyens financiers supplémentaires, eh bien, pour pouvoir faire de nouveaux investissements, pour pouvoir embaucher plus, pour pouvoir éventuellement commencer à travailler sur certains développements, ce qu'elle n'aurait pas pu faire s'il n'y a pas eu cet argent. Donc ce sera évidemment utile pour nos entreprises de défense. Est-ce que pour autant ce sera un placement intéressant pour les particuliers qui voudront y souscrire? Alors il y a déjà un indice qui permet de se méfier, c'est que quand Emmanuel Macron a parlé de cette affaire-là, ça fait à peu près une semaine, vous savez, c'est ce fameux discours dans lequel il explique en gros que la patrie est en danger, enfin on se croirait à Valmy en 1792, et que, eh bien, une fois de plus, les Français vont devoir faire des efforts par patriotisme pour sauver leur pays, puisque n'oublions pas que le contexte de son baratin, c'est le danger extrêmement significatif d'une agression de la Russie sur l'Europe de l'Ouest et notamment sur la France. Alors rien que ce contexte, quand on vous parle d'un placement, ça donne à penser que ce placement ne sera pas spécialement caractérisé par sa performance, mais plutôt par les motivations, mais qu'on travaille plutôt les motivations du public pour y souscrire. Effectivement, quand on regarde tout de suite les grandes caractéristiques de ce placement, il est assez étrange. D'une part, il n'y a pas d'engagement sur son rendement, tandis que si vous prêtez l'argent à une entreprise ou à un État dans des conditions normales, c'est-à-dire si vous souscrivez une obligation, eh bien, vous savez pour combien de temps vous souscrivez, et puis vous savez combien ça va vous rembourser ça va vous rapporter par an. Ben là, on ne sait pas ce que ça va rapporter par an. Donc, le rendement, voilà. D'autre part, son capital n'est pas garanti. Alors, le fait que le capital de placement ne soit pas garanti, ce sont des choses qui sont assez courantes. Par exemple, si vous investissez dans des actions, le capital à la sortie n'est pas garanti. Évidemment, vous le faites dans l'espoir que le capital va augmenter beaucoup, mais il peut aussi baisser. C'est la différence entre les actions et les obligations. Mais s'il s'agit d'obligations, dans le cas d'obligations, revenons à l'exemple que j'ai pris il y a 30 secondes, dans le cas d'obligation, le capital est garanti. C'est-à-dire que si vous mettez 500 €, je parle de 500 € puisque dans cette affaire-là, on pourra rentrer dans ce placement à partir de 500 €. Si vous mettez 500 € dans le cas d'une obligation, je ne sais pas, qui dure, mettons, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, il est bien spécifié qu'au terme de la durée de l'obligation, vous récupérez vos 500 € et puis entre-temps, vous aurez eu votre intérêt mensuel ou annuel. Donc là, vous n'aurez ni intérêt garanti, on ne vous indique aucun intérêt, le capital n'est pas non plus garanti, c'est tout à fait acceptable s'il s'agit d'une action. Mais dans le cas où c'est une action, c'est-à-dire où vous souscrivez dans des conditions normales le capital d'une entreprise, indépendamment de ce fonds un petit peu bizarre, eh bien, vos actions, vous pouvez les revendre à tout instant en bourse. Il suffit d'avoir un compte boursier et vous le revendez quand vous voulez.
Mais tandis que là, dans ce fonds, votre argent est bloqué pendant 5 ans. Alors en résumé, c'est vous ne savez pas combien ça vous rapportera, vous ne savez pas si vous récupérez votre argent, et vous ne pouvez rien faire pendant 5 ans. Effectivement, Macron a raison de motiver votre patriotisme pour y souscrire. Ce que je vois, moi, c'est qu'en fait de placement, c'est un chèque en blanc qui est donné à l'État, qui en fera d'une manière ou d'une autre ce qu'il voudra. Officiellement, cet argent est destiné donc à financer le développement de notre industrie de la défense, de nos industries de la défense. Comme on voit bien qu'il n'y a aucun mode de contrôle dans cette affaire-là, ça ira certainement en partie à la défense, mais vous allez voir que l'État a des impératifs réels beaucoup plus puissants. Justement, regardons de plus près ce que signifie cette affaire de réarmement. Parce que quand on entend réarmement, on s'imagine naïvement, si on ne réfléchit pas, que tout simplement on va injecter des milliards, enfin en l'occurrence des dizaines et des centaines de milliards dans les budgets de la défense, et puis voilà, on sera au niveau militaire de la Russie. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on réfléchit à la problématique militaire de l'UE, d'abord on comprend qu'il ne s'agit pas de réarmer au sens strict du terme, c'est-à-dire de rééquiper massivement les armées, comme je viens de vous le dire, de leur équiper en matériel, évidemment, mais que, pour que cela ait un sens, il faut reconstruire les armées européennes qui sont à l'abandon depuis la fin de la guerre froide, il y a 35 ans. Donc, depuis 35 ans, les pays de l'Union européenne n'ont participé à aucune guerre sérieuse. Une guerre sérieuse, c'est comme il se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est une guerre sérieuse, et on voit ce que ça signifie en termes de destruction phénoménale de matériel de toutes sortes, et également en termes de massacre des soldats qui y participent. Je ne vais pas allonger plus que cela cette parenthèse qui est pourtant nécessaire, en vous faisant un tableau de la situation des armées des principaux pays de l'Union européenne, des pays secondaires, mais c'est incroyable. Alors, pour mesurer la déchéance militaire des pays de l'Union européenne, on va prendre un exemple qui est celui de l'armée française. On va regarder ce qui est devenu l'armée française. Pourquoi l'armée française? Parce que dans le discours officiel, on nous dit qu'elle est la seule armée sérieuse en Europe. Alors, c'est vrai, quand on regarde les choses de plus près, donc les fameux chiffres dont je vous fais grâce sur l'état des différentes armées, c'est la seule armée qui ressemble encore à une armée. Les autres, c'est quasiment plus rien. Voilà, les autres ne pèsent plus rien. À part l'armée allemande, mais qui est dans un état bien pire que l'armée française. L'armée de terre française, c'est quoi? Bien, en ce moment, c'est 110 000 hommes. Alors, pour voir ce que ça signifie, en termes de puissance militaire de la France actuelle, on va faire quelques comparaisons. Pas beaucoup, mais vous allez voir qu'elles sont édifiantes. Elles sont édifiantes. Pendant la guerre froide, c'est-à-dire jusqu'à 1990, l'armée française active comptait de 500 à 600 000 hommes. Pour ma part, quand j'ai fait mon service militaire, si ma mémoire est bonne, il y avait dans l'armée française 550 000 hommes. J'ai fait mon service militaire dans un régiment de chars de combat. Il y avait des chars de combat dans le régiment. Et le régiment s'entraînait, à l'époque, moins que les Allemands, qui étaient la grande armée en Europe, mais l'armée française était la deuxième armée, c'était une armée dans laquelle les manœuvres étaient... il y avait de nombreuses manœuvres, et donc des quantités de blindés, enfin de chars lourds, de véhicules blindés, des quantités de soldats qui... Nous participons donc à tout ça, et ce qui fait que c'était une véritable armée. Actuellement, sur le front, les Ukrainiens alignent 600 000 soldats. Les Russes, à peu près 700 000. Je dis, ça c'est sur le front en Ukraine. Mais en ce qui concerne les Russes, il y a à peu près « 600 ou 700 000 hommes qui, eux, ne sont pas sur le front en Ukraine, mais qui sont répartis ailleurs dans le territoire de la Russie, notamment face à la Chine. Voilà quels sont les effectifs significatifs pour qu'une armée mérite le nom d'une armée. Parce qu'une armée, c'est d'abord des soldats.
Des soldats, c'est quoi? Eh bien, ce sont des hommes qui sont prêts à engager leur vie et qui sont formés à la guerre. Donc, reconstruire les armées en Europe pose d'abord la question de la réalité anthropologique de l'Union européenne, particulièrement à l'Ouest. Nos populations, je vous le disais, après 35 ans de paix en Europe, ne sont plus du tout militarisées, mais plus du tout. C'est-à-dire que la guerre ne fait plus partie, on va dire, de leur paysage mental ou des choses qu'il y a dans l'arrière-fond de leur conscience. Depuis quelques années, le wokisme fait des ravages. Dans les pays les plus évolués, comme la France, enfin, dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest, on a des systèmes d'aide sociale qui participent à la déresponsabilisation de la population. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens dans votre entourage ou dans les gens que vous êtes amenés à fréquenter au quotidien qui sont prêts à envoyer leurs enfants combattre dans de telles conditions ou y aller eux-mêmes? Je pense qu'aujourd'hui, la réponse est non. C'est-à-dire que pour nous hisser à ce niveau, qui est le niveau nécessaire pour qu'on soit capable de se battre pour de bon, s'il le fallait, eh bien, ça prendra des années de transformation mentale des peuples de l'Union européenne. Et pour y arriver, eh bien, c'est tout qu'il faut revoir du début, en commençant par le début, de fond en comble. Notamment, évidemment, dans le cursus scolaire, dans la société qui devra être, j'emploie le terme de patriotisé, donc tout doit être patriotisé, comme c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de pays, hein. C'est le cas aux États-Unis, enfin en tout cas ça l'était il y a encore pas très longtemps, c'est le cas dans la plupart des pays d'Asie. Nous, tout ça, on l'a oublié, mais c'est dommage. Nous, tout ça, on nous a forcé en quelque sorte, on a tout fait pour que nous l'oublions, mais ça c'est la base à partir de laquelle on peut faire des armées. Sans cela, c'est pas la peine de dépenser des centaines de milliards pour acheter des armes. Donc on devra tout il va donc falloir tout patriotiser, également reviriliser tout ce qui doit l'être. Si les hommes déconstruits, chers à la députée Sandrine Rousseau, étaient aptes à faire la guerre, ça se saurait depuis longtemps. Toujours dans les changements qu'il faut apporter à la société, mais il faudra recréer un service militaire, d'abord pour former les masses de soldats d'actifs et de réservistes nécessaires à la vraie guerre. Le service militaire, c'est aussi ce qui fait que les jeunes et leurs familles intègrent dans leur psyché, depuis leur tendre enfance, qu'ils peuvent être appelés à défendre leur pays sur un champ de bataille. C'était encore le cas il n'y a pas si longtemps. Donc voilà ce que ça veut dire réarmer. Et on voit que l'aspect humain est encore plus important que l'aspect matériel. Pour former des hommes, il faut 20 ans. Pour acheter du matériel ou le construire et puis apprendre à s'en servir, c'est l'affaire de quelques années. Et puis, l'autre aspect, quand on parle de réarmement, c'est une question préalable. Et la question, elle est basique. C'est réarmer, mais contre quelle menace? Contre qui? Alors on nous dit, il faut réarmer parce qu'il y a un danger russe. Mais compte tenu des délais que je viens de vous rappeler pour reconstruire une armée, et notamment sur le plan humain, il ne peut pas s'agir de faire face à une menace imminente. Puisque là, reconstruire notre armée, à partir du matériel humain tel que nous l'avons, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas dans cet état d'esprit depuis leur plus tendre enfance, et qui n'ont pas été non plus dans des familles dont c'est l'état d'esprit, ça va vraiment me prendre du temps. Ça va être compliqué. Autrement dit, le réarmement, à minima, dans le sens de remettre sur pied une armée opérationnelle qui soit suffisamment nombreuse pour être dissuasive face à une agression de la Russie, puis c'est plus de 5 ans, probablement plutôt une dizaine d'années. La conclusion, c'est que si la Russie était réellement une menace actuelle, existentielle, comme dit Macron, contre la France et contre ses voisins, le réarmement que le président et les médias larbins nous servent à toutes les sauces depuis une quinzaine sera effectif bien trop tard.
on en déduit qu'une fois de plus, Macron nous raconte des carabistouilles. La raison du réarmement n'est donc pas le danger russe, qui n'existe que dans la propagande ouest européenne. Il y a d'autres raisons. C'est ces raisons-là qui nous intéressent, en fait. La première, c'est telle que je viens de pointer, c'est donc offrir à l'UE un prétexte pour accélérer le timing de l'achèvement d'un État européen au-dessus des nations qui forment l'Union européenne. Et puis il y en a un deuxième, qui est quasi évident. La deuxième raison de ce narratif sur le danger russe et le réarmement, c'est de fournir une puissante diversion au gouvernement, en particulier, donc je vous l'ai dit, de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, dont les pays plongent dans une crise économique qui s'annonce dévastatrice, qui vont devoir affronter la colère de leur population, lesquelles n'ont pas encore conscience de ce qui arrive. Et pour cela, terroriser les populations avec un narratif qui les éloigne des considérations de niveau de vie et économique est une solution qui marche. Donc la menace de la guerre est maintenant leur dernière carte, et s'ils la veulent vraiment, ce ne sera pas difficile. Il leur suffira d'envoyer en Ukraine des troupes, baptisées troupes de maintien de la paix, dont la mission sera naturellement de créer des incidents avec l'armée russe. Et ça, ce sera très facile. Ça peut se faire, je dirais, au grand jour. Ça peut se faire aussi par des actions sous fond drapeau. Bon, naturellement, les Russes voient venir l'affaire, parce que là, c'est cousu de fil blanc, et le président Poutine a prévenu qu'il s'oppose à cette initiative. Et que si des troupes françaises ou britanniques, puisque ce sont les Français et les Britanniques qui parlent d'envoyer conjointement 30 000 hommes pour servir de tampon, d'observateurs entre les lignes ukrainiennes et les lignes russes, eh bien si ces troupes arrivent en Ukraine, elles seront accueillies par des tirs de missiles. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, parce que on est dans une manœuvre typique de celle qu'on connaît de ce pouvoir depuis ses débuts, donc depuis 2017. On nous agite un épouvantail assez spectaculaire qui va nous focaliser à cet épouvantail. On va pouvoir nous amener des changements décisifs pour notre avenir et que nous n'aurions jamais accepté si ils n'étaient pas présentés, s'ils avaient été présentés tels qu'eux, et non pas dissimulés derrière un épouvantail. Quelle est la suite probable? La suite probable, c'est que, comme cette affaire de danger russe, c'est complètement du pipeau, c'est complètement bidon, dans les semaines et les mois qui viennent, les populations vont constater que le danger russe, il ne se manifeste pas, que l'armée russe, en supposant la guerre d'Ukraine terminée, que l'armée russe elle a plus ou moins organisé ses casernes, que la Russie accélère son développement économique qui est déjà assez spectaculaire, et que finalement on va peut-être pouvoir s'intéresser à autre chose, et cette affaire de danger russe va tomber à l'eau, et en même temps que le danger russe tombe à l'eau, la nécessité du réarmement va tomber à l'eau. En tout cas, l'aspect obsessionnel du réarmement pour certaines populations, enfin pour une partie de la population, pour ceux qui croient cette affaire-là, va tomber à l'eau. Mais qu'est-ce que c'est qui va rester? Eh bien, il va rester les chantiers qui ont été mis en œuvre pour nous piquer notre épargne, pour récolter notre épargne, donc les 800 milliards de l'Union européenne, plus je ne sais combien de dizaines de milliards au niveau de la France, pour nous, ça va continuer à fonctionner, je dirais, en automatique, sans que les gens y prennent trop garde. Et c'est ça qui est assez redoutable, parce qu'on va comme ça nous piquer notre pognon, et on ne s'apercevra qu'on s'est fait avoir que dans quelques années, quand on commencera à demander à ce qu'on nous rende l'argent, parce que le temps sera venu pour cela, et que on dira non, et là on va découvrir qu'il en manque et qu'on ne sait pas vraiment à quoi a servi cet argent. Et c'est pour ça que le système est mis en place et va continuer. Cet argent, il aura servi à combler les déficits
de l'État, et également à permettre à l'État de continuer de gaspiller l'argent en arrosant toutes sortes de parasites et de corrompus. Voilà à quoi va servir l'argent qu'on vous demande de verser au titre de la défense de la France, alors que la France n'est pas menacée. En tout cas, n'est pas menacée de l'extérieur. Résultat décisif que cette affaire de danger russe et de réarmement aura permis d'atteindre, c'est que l'Union européenne sera emparée de la politique de défense de l'Union européenne, justement, alors que pour l'instant, il n'y a pas de politique de défense de l'Union européenne. Enfin, on va dire, il y a des directions générales, mais il n'y a pas de politique de défense de l'Union européenne. Donc là, il y aura une politique de défense de l'Union européenne qui sera à la main de la Commission européenne, et plus particulièrement du président de la Commission européenne. Et également, c'est que l'Union européenne aura réussi enfin à mettre en œuvre une mutualisation du financement des États. Et donc tout ce qu'il y a derrière ce narratif du danger russe et de la nécessité du réarmement, cela va dans le sens de l'achèvement, de la finalisation d'un État européen doté de toutes les prérogatives d'un État. Il lui manquera seulement d'avoir une armée à sa disposition, c'est-à-dire de commander elle-même une armée. Il faut donc s'attendre à ce que dès maintenant ou dès les prochains mois, le sujet vienne sur la table, et je pense que l'éventuel retrait de l'OTAN ou l'éventuelle dissolution de l'OTAN serait un excellent prétexte pour mettre en musique la nécessité d'une armée européenne. Ce serait un faux raisonnement, parce que ce n'est pas parce qu'une défense centralisée au niveau de l'OTAN disparaît qu'il faut la remplacer par une défense centralisée au niveau de l'Union européenne. Il n'y a pas là, entre le début du raisonnement et la fin, il n'y a pas de véritable relation de cause à effet. C'est simplement un faux raisonnement. Pour les ménages qui veulent se préparer aux troubles dans lesquels entre la France, j'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile, du moins c'est comme ça que je l'ai appelé. Ça peut être aussi une crise internationale, ça peut être une crise économique. Il contient les informations essentielles pour protéger notre patrimoine et avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Vous pouvez aussi me retrouver sur le blog questionfinance.fr dont vous trouverez le lien en description, et également sur le réseau LinkedIn. Merci de votre attention, portez-vous bien, à bientôt.